L'actualité sécuritaire est donc vive en Israël à l'heure où les négociations concernant la démarcation de la frontière maritime entre le Liban et Israël en Méditerranée sont au point mort, à l'heure où de nouvelles roquettes pleuvent sur le territoire israélien dans le sud du pays et également où la menace de l'Iran se fait entendre. Pour parler de tous ces sujets, notre invité ce matin est Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, basée à Metula dans le nord d'Israël. Stéphane Juffa, bonjour. Ilana, bonjour et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation si tôt sur Radio J. Vous êtes aussi analyste stratégique. Alors c'est important de vous avoir ce matin Stéphane, vous qui travaillez sur tous les dossiers liés à la situation sécuritaire en Israël et particulièrement dans le Nord. On a justement entendu cette mise en garde la semaine dernière du président libanais Michel Aoun à l'égard de l'État juif. Il a demandé à ce que les Israéliens s'abstiennent de toute activité d'exploration pétrolière et gazière dans une zone précise, une zone maritime revendiquée par Beyrouth. On a l'impression que depuis octobre, alors que les négociations se poursuivaient entre les deux pays, la tension finalement est toujours assez intense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation et pourquoi ces négociations sur la frontière maritime sont arrêtées ? Mais la tension, elle n'est pas avec le gouvernement libanais, Ilana. La tension, elle est avec le Hezbollah. Avec le gouvernement libanais, on a une dispute qui a trait à une toute petite zone, elle-même liée à la topographie de la côte. La zone dans laquelle nous avons le droit et l'État du Liban a le droit notamment d'effectuer des forages pour la recherche pétrolière et la recherche de gaz. Et cette région, eh bien, elle est pleine de gaz et de pétrole et nous l'exploitons. Nous avons du forage et des puits. Nous sommes déjà en exploitation, pas loin de là. Le Liban veut sa part du gâteau, il a droit à sa part du gâteau. Mais si vous voulez, ces négociations sont relativement mineures en importance. Ce qui compte, c'est la bonne volonté, et ce qui intéresse tous les observateurs, c'est ce qui va se passer après. Si tout se passe bien, on va commencer, il y en a pas, à résoudre ce problème mineur à la frontière, dans l'eau, pas sur terre. Et ensuite, si ça se passe bien, on va passer aux négociations de paix. Il y a beaucoup d'observateurs et d'analystes, dont je suis, qui comprennent pas pourquoi on vit pas en paix aujourd'hui avec le Liban. Et ce que vous nous dites, c'est que donc le Hezbollah est aussi responsable de la mort un petit peu de ces négociations, de l'échec de ces négociations. De quelle manière exactement le Hezbollah s'immisce dans ce dossier ? Le Hezbollah, il veut pas de négociation avec Israël, il veut pas de discussion, et il veut surtout pas ce dont je viens de parler, c'est-à-dire il veut pas qu'on commence par résoudre le problème des eaux territoriales et que des eaux territoriales, on passe à des négociations de paix, parce que le Hezbollah se présente comme le mouvement de résistance du Liban, de résistance contre Israël. Le problème quand on veut être résistant, c'est qu'il faut qu'il y ait un agresseur. Et ça fait déjà au moins 5 ans qu'on n'a pas agressé le Liban. Donc le Hezbollah est un peu en souci et il veut surtout pas qu'il y ait une normalisation entre Israël et le Liban qui peut tout à fait venir de ces négociations maritimes secondaires. Oui, c'est vrai, puisqu'on a parlé des accords Abraham récemment, des accords avec les Émirats, avec le Bahreïn. On a, c'est vrai, beaucoup parlé peut-être du Liban prochainement. En tout cas, Israël avait proposé son aide, notamment lors de la destruction du port de Beyrouth l'été dernier. Oui, le Liban est affamé. La livre a perdu toute sa valeur face au dollar. On a des amis libanais, parce qu'il faut pas oublier, on se trouve ici à 400 mètres de la frontière du Liban et du Hezbollah. Le Hezbollah est là. On les connaît bien, on a des amis. Moi-même, je suis allé très souvent à Beyrouth. Ce qui se passe avec le Hezbollah, c'est justement cette crainte totale, permanente, et puis le rôle que le Hezbollah a d'être l'envoyé de l'Iran. Et en tant qu'envoyé de l'Iran, il doit maintenir la problématique avec Israël. Nous, on est effectivement gênés, Ilana, par ce Hezbollah qui pointe toutes ces requêtes dans notre direction. Vous avez mentionné tout à l'heure le cas de Mohamed Hadjazi, le numéro 2 des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. C'est très important. C'est très important parce que Hadjazi était responsable de modifier les requêtes du Hezbollah qui sont des fusées toutes bêtes, sans système directionnel, en missiles. Et ça nous embêtait beaucoup. Et les Iraniens prétendent que Hadjazi a été victime d'une crise cardiaque. On n'est pas
du tout ici persuadés que c'est le cas, parce que c'est un homme clé, c'est-à-dire que l'élimination de Hadjazi modifie quelque chose au niveau stratégique, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus difficile pour le Hezbollah de modifier ses roquettes en missiles, et nous, ça nous arrange. Mais c'est vraiment l'endroit des tensions, je répète, pas avec le gouvernement libanais, mais avec le Hezbollah qui est opposé à l'ensemble de la population libanaise, parce qu'on l'a bien vu ces derniers temps, les 70% des Libanais rêvent comme ça je réponds directement à votre question, les 70% des Libanais rêvent à une paix avec Israël, parce que comme ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas d'éclaircie à l'horizon. Nous, on a besoin de la main-d'œuvre libanaise. On a besoin de Libanais dans nos hôtels. On a besoin nous-mêmes d'aller au Liban, de développer dans notre arrière-cour des activités industrielles avec la main-d'œuvre libanaise. On a énormément de touristes. Si on ouvrait le week-end prochain la frontière libanaise, il y aurait 2 millions d'Israéliens à Beyrouth, ça c'est évident. Donc, on a potentiellement la capacité de changer l'avenir du Liban. Une paix avec Israël coïnciderait pour le Liban dans un délai de 3 à 6 mois en enrichissement, et le Liban pourrait tout à fait redevenir la plaque tournante économique du Moyen-Orient. Alors, vous parliez, Stéphane Juffa, de l'Iran. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous parlez des éliminations aussi. C'est vrai, on l'a vu aussi récemment, l'attaque contre le complexe nucléaire de Natanz, il y a quelques jours, attribuée au Mossad. Depuis, la République islamique d'Iran a annoncé produire à 60% son uranium. Téhéran qui ne dit pas son dernier mot. Désormais, est-ce qu'on a une idée du pouvoir balistique de l'Iran? Vous qui parliez tout à l'heure de missiles, de transformation de ces roquettes, est-ce qu'on a une idée du pouvoir armé de l'Iran et du Hezbollah? Alors, il faut sous-estimer personne. Et puis, c'est deux questions qui sont totalement différentes. Le Hezbollah, quant à lui, on parle de missiles de courte et de moyenne portée, 100 à 200 km, qui pourraient atteindre Tel Aviv. C'est des charges relativement petites, c'est des tirs relativement tendus. On peut les traiter avec le dôme de fer, avec la fronde de David. C'est très désagréable simplement parce qu'ils en ont beaucoup et qu'il y en a forcément quelques-uns qui passeraient nos défenses. C'est une petite menace désagréable. Par rapport à l'Iran, on parle de deux pays, on parle de deux puissances. Il faut jamais sous-estimer personne, mais comme on n'a pas toute la matinée, je dirais que les Iraniens n'ont pas jusqu'à maintenant démontré la capacité de leurs missiles balistiques, leurs missiles à longue portée. Ça reste assez secret. Non, ils ont essayé de bombarder des positions en Irak, et ces missiles sont tombés en Iran et vice-versa. Et chaque fois qu'ils ont essayé d'utiliser des missiles balistiques, ils sont tombés au moins à 30 km de leur objectif. Par rapport à Israël, ça n'ira pas. Mais le problème avec les Iraniens, c'est qu'ils ont de bons ingénieurs, puis surtout qu'ils sont convaincus de leurs faits et qui sont obligés de maintenir ce degré de menace contre Israël. Donc, ils vont continuer à développer leurs missiles, puis à un moment donné, ils fonctionneront mieux, leurs missiles, on aura des raisons de craindre ces missiles. Mais on n'oublie pas, il y en a qu'on a le Hetz, donc la flèche, qui est le premier intercepteur de missiles balistiques. Et puis, même s'ils arrivaient à diriger certains missiles balistiques vers nos frontières, on a de très grandes chances de les intercepter. Et puis là, on a la capacité de riposter. Et une riposte israélienne ne se fait pas à 50 km de l'objectif, elle se fait à 30 cm de l'objectif. Donc, il y a toujours cette idée de contre-menace. Et dans le cas d'Israël et de l'Iran, elle est extrêmement présente. Les Iraniens n'ont pas du tout intérêt à entamer un conflit avec nous. Oui, alors justement, quand même, un développement intéressant, ce sont ces tensions entre Israël et l'Iran en mer Méditerranée, puisqu'au mois de février et de mars, des navires israéliens avaient été pris pour cible dans le golfe d'Oman. Au début du mois d'avril, au début de ce mois, donc c'est une explosion qui avait cette fois endommagé un navire iranien en mer Rouge. On a l'impression que les événements, quand même, sont de plus en plus inquiétants. Est-ce qu'on peut craindre véritablement une escalade inédite, jamais vue? Il faudrait qu'on soit fou et que les Iraniens soient fous aussi pour qu'il y ait une escalade, pour la raison de ce non-équilibre des forces, de ce non-équilibre des puissances. C'est-à-dire que si l'Iran nous attaque, non pas en tirant un missile exprès en dessus de la ligne de flottaison d'un roulier, c'est-à-dire d'un navire marchand, ce qu'ils ont fait au mois de février, et occasionnant un trou, même ni blessés ni dégâts conséquents,
Si l'Iran nous attaque, c'est vraiment une prise de risque énorme. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu les Iraniens, on les a vus très habiles négociateurs, mais on n'a pas vu les Iraniens prendre des décisions de fous, des décisions qui ne sont pas dictées par la rationalité. Et ça, on ne pense pas. Mais ça n'empêche pas, il y en a qu'on se chicane, c'est-à-dire que on n'a pas envie de voir justement des missiles ou des instruments pour modifier les roquettes en missiles arriver par bateau entier d'Iran au Liban. Donc, dès que c'est possible, eh ben, on leur envoie aussi un missile et puis on les immobilise, comme on a immobilisé le navire espion dans la mer Rouge. Oui. C'est mieux que de l'écouler, il peut plus bouger. Donc, il y a les pasdaran, les gardiens de la Révolution qui sont dessus, il y a toutes les armes qui sont dessus. La chambre des machines est noyée, il peut plus aller ni en avant ni en arrière, mais il doit être protégé. Et ils n'ont pas les moyens de la protéger. Ça, c'est ce que j'appelle des chicanes. Puis, un autre élément, aussi de l'ordre des chicanes, c'est que les Iraniens essayent d'envoyer des pétroliers, quand ils n'ont pas le droit, à cause des sanctions américaines, d'exporter du pétrole, ben, ils envoient des pétroliers en Syrie. Les Syriens prennent le pétrole dont ils ont besoin pour eux, notamment pour leur armée, et puis ils font que transborder le pétrole sur un autre bateau, et ils livrent le pétrole qui n'a pas la permission d'être exporté pour l'Iran, ben, ils le livrent aux clients de l'Iran, notamment en Amérique du Sud et au Venezuela, ce qui occasionne des revenus pour la théocratie chiite de Téhéran, les chicanes. Mais c'est pas ça qui va aboutir à une guerre totale, globale, générale. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffat, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, spécialiste stratégique, analyste stratégique. Stéphane, on aura le plaisir, j'espère, de vous retrouver très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Avec joie.